Bonjour chers amis de Radio Gandharvagana, c'est Yogindra dans l'émission 15 minutes d'entretien. Je suis au Festival du Yoga au centre Ramakrishna de Gretz pendant ces journées internationales du yoga où un grand nombre d'animateurs viennent présenter leurs pratiques pour un public nombreux et enthousiaste. Et ce matin, j'interviewe l'un des intervenants qui est Driss Benzouine. Bonjour Driss. Bonjour mon ami. Driss, bon, je te connais un petit peu, je te connaissais même avant de découvrir le centre védantique. Donc j'aimerais bien que tu nous parles un peu de ton parcours, qu'on voit comment aujourd'hui tu t'es construit dans ces différentes voies avec les différents maîtres que tu as pu rencontrer. Donc première question, qui est ton maître, qui sont tes maîtres, si tu en as plusieurs, je ne sais pas, et qu'est-ce qui fait que toi, d'origine marocaine, tu t'es tourné vers le yoga, que c'est pas ordinaire, même s'il y a eu une fédération marocaine de yoga, tu en étais à l'origine d'ailleurs. Donc pourquoi le yoga ? Comment ça t'est venu ? C'est une question qui me touche beaucoup parce que hier, je pense qu'une de ces interventions d'un des... Je pense que c'était même le Swami, il disait qu'un des amis justement de centre Ramakrishna et qui a été c'est Sri Mahesh. Voilà, et ça m'a vraiment touché. Ça m'a touché parce que ça m'a replongé directement dans mes débuts de yoga. Tu as connu Sri Mahesh ? Oui, j'ai connu Sri Mahesh. Et après mon intervention hier sur le Yoga Nidra et tout ça, je parlais avec deux des formatrices de Sri Mahesh et je leur parlais de mes débuts. Oui. Et ça a été un... Et je leur ai dit ce qui me reste, parce que tu m'as posé la question directement sur les maîtres, c'est Sri Mahesh, très jeune, c'est en 86. Mais tu l'as rencontré en France ? Au Maroc. C'est pour ça que ça m'a beaucoup touché. C'est au Maroc. 86, mes débuts de yoga. Et j'étais jeune. Il fait son séminaire. Puis après, à un moment donné, vers la fin le dimanche, il me demande de venir pour faire une démonstration. C'est à ça que je veux revenir. Ouais. C'est qu'il me demande tout simplement de m'asseoir. Il me met en lotus. Et à partir de là, il a fait de ce corps quelque chose que je n'ai jamais pu faire moi-même de ce corps. Wow. Et en même temps, je sentais qu'à travers cette personne qui était impressionnante, une énergie, quelque chose que je ne sais pas, qui m'a traversé. Et à la fin du séminaire, on parlait un peu comme ça, je m'approche de lui. Et puis, tout enthousiaste, je lui parle un peu comme ça. Il me dit, restez dans le yoga, donc ne lâchez pas. Ouais. Il va y avoir un avenir pour vous et pour le Maroc et tout ça. Et il avait vraiment vu juste. Ouais. Parce qu'à l'époque, c'était pas du tout, je ne pensais pas ni enseigner le yoga, ni rien du tout, ni devenir... Et suite à ce week-end, avec Sri Mahesh, il y a une prof d'une autre ville qui me demande est-ce que tu veux aussi intervenir ? Et c'était la suite. Ça y est, et donc tu as commencé à donner des cours de yoga au Maroc. Jusqu'à créer la Fédération marocaine de yoga. Voilà. Ouais. Donc pour ce qui est de la Fédération marocaine de yoga, en fait, dans ces temps-là, c'était le tout début. Donc c'était une fédération qui était naissante, c'était un ensemble d'enseignants qui n'étaient pas réunis. Et puis c'est la venue de Swami Satyananda, puisque tu parles encore des maîtres. Satyananda. Voilà, je veux vraiment parler de ça. C'est qu'il y avait des enseignants de yoga un peu de toutes les écoles, et Satyananda est venu, il a été invité par la communauté indienne. À l'époque, Satyananda il faisait un peu le tour du monde, il faisait connaître le yoga. Et il vient et on va le voir, donc on est toutes les écoles et tout ça, les enseignants, et c'est pour moi la première rencontre aussi avec l'Inde et avec un maître, Et suite au passage de Swami Satyananda au Maroc, et il y a une association qui s'est créée. D'accord. Et c'était créé, donc moi à l'époque j'étais élève,
Et j'étais tout de suite le portier qui s'occupait quand les gens arrivaient, jusqu'à après, au bout de quelques temps, dès que j'ai fait ma formation avec André Valisbeth, et je suis devenu enseignant de yoga, du coup, dans la fédération, il m'a dit, écoute, ça serait bien que ça soit un Marocain qui soit à la tête de cette fédération marocaine de yoga. Et c'est comme ça que c'est tout un autre cheminement. Et tu as cité André Van Lisbeth, tu as suivi son enseignement au Maroc, en France, en Belgique. Voilà, exactement. Comment ça se passait. Alors, mon départ de yoga, c'était un jeune Marocain, 17 ans, au bac, je rate l'examen et je fais un surmenage, une dépression. Et je lisais beaucoup. Et j'avais lu dans un des livres de Pierre Daco, le yoga, que je me rappelle très bien le titre de ce livre, c'est Les prodigieuses victoires de la psychologie moderne. Et je voyais que le yoga, donc après comme moi j'étais en crise, et j'avais parlé avec mon frère, un frère qui était asthmatique, et je lui disais, si tu trouvais le yoga, ça va te faire du bien. Et quand... c'est lui qui a trouvé la salle de yoga. Il m'a dit, écoute, ça serait bien que tu fasses le yoga. J'ai trouvé une salle de yoga. Je suis parti, j'ai fait mon premier cours et ça a été le changement radical. J'avais déjà commencé à prendre des médicaments, tout ça. Ça a changé. Et la prof, qui était une Suédoise, Madame Gunel, elle est toujours vivante. Donc c'est vraiment une pensée pour elle. Qui était une élève de André Valisbeth. Donc j'ai fait un cursus en tant qu'élève. Arrivé à la 3e année, pour moi, la 3e année de fac, je faisais la biologie, géologie. Et il me pose la question, il me dit, mais qu'est-ce que tu vas faire avec ta licence et tout ça? Je lui dis, je sais pas, un enseignant. Il m'a dit, mais pourquoi tu ne ferais pas une formation? Et donc, j'ai commencé à venir. À l'époque, André Valisbeth, il faisait des formations l'été. C'était les stages d'été. Donc on cumulait. C'était à Culbato en Espagne. J'ai commencé en Espagne avec lui. J'ai fait le cursus sur 3 ans. Donc chaque été, je venais. Et l'année, je faisais mes études. Et après, je suis devenu enseignant, professeur de yoga. Et tu es allé en Inde ? Plusieurs fois. À cette époque-là ? C'est pas cette époque-là. Donc j'ai commencé à enseigner en 86. Et dans ma période quand j'étais élève avec Gunel, je lisais beaucoup. Je me rappelle, j'avais dévoré une bibliothèque en 2 ans. Tellement je lisais. J'étais... une soif de savoir, de plonger dans le Jnana Yoga. Et elle avait une pédagogie extraordinaire. Je venais, je lui disais, j'ai une question par rapport à ça. Il me donne une première réponse, ou bien parfois il me dit, ok, laisse-moi réfléchir, Driss. Et au bout de quelques jours, quand je revenais pour mon cours, il me donnait un livre. Je prenais le livre, mais en fait, une fois que j'ai lu ce livre, j'ai d'autres questions. Bien sûr. Et comme ça, il me donnait Et parmi les livres que j'avais lus dans cette période, c'est un livre de Swami Muktananda. Oui. Le Siddha Yoga. Donc j'ai lu ce livre. J'ai eu une expérience, mais à l'époque, je ne savais pas qu'est-ce que c'était. Parce que justement, j'avais déjà, bien sûr, je parle de Sri Mahesh. Pour moi, je pense que Sri Mahesh était la première personne en physique qui m'a donné le goût de quelque chose que je n'avais pas vraiment mentalisé. J'étais jeune. Mais par contre, la lecture de ce livre m'a donné une autre qualité, une autre expérience de l'Inde. La notion de gourou, c'est quoi un maître. Et hop, c'est un livre qui est passé de côté. Je suis devenu professeur de yoga. Un de mes élèves français qui est venu s'installer au Maroc, un jour m'invite chez lui. Je rentre chez lui et à la porte, je vois la photo de Swami Muktananda. Et là, je m'arrête devant cette photo et je lui dis... Et je commence à poser des questions. Il me dit, écoute... Je suis aussi disciple mais Muktananda a quitté ce monde. C'est maintenant Guru Mahi, donc Swami Chitvialasananda qui a repris un peu la relève. Et il me dit, donc c'est elle qui... est-ce que ça t'intéresse? Je dis oui, ça m'intéresse de
prendre. Et donc j'ai commencé la pratique au Maroc vraiment du Siddha Yoga, la méditation, voilà. Et c'est une initiation à la voie, voilà, la voie du gourou, l'enseignement tantrique plutôt, voilà. Donc c'est une lignée, voilà, le shivaïsme du Cachemire, tout un ensemble. Oui. Parce que c'est tout l'art de la Kundalini. La transmission, le Shaktipat, c'est des notions qui... parce que autant avec André Valisbeth, c'est plutôt le yoga, c'est un yoga occidental. Bien adapté, et qu'elle aime bien le dire aussi. Donc c'est pour l'hygiène, une hygiène de vie, santé. Oui, les postures, quel est le bienfait dans les postures, voilà, quel est le bienfait du pranayama. Vraiment toutes ces choses-là. Et la dimension, je dirais, spirituelle, je ne la connaissais pas. Mais avec la rencontre du Siddha Yoga et la voie de Siddha, donc là, j'ai eu l'expérience. Et j'ai eu une expérience. D'accord. J'ai une expérience, voilà, de Shaktipat et qui m'a tout de suite, j'ai dit, si j'ai vécu ça ici, et au Maroc, à travers simplement un chapelet à Mala qui a été donné par le gourou à son représentant. Alors donc il fallait absolument que je parte en Inde. Et je suis parti en Inde. Voilà. Je suis parti en Inde, c'était en 89, voilà, donc 89, 90. Et je suis parti, c'était le début de tout un cheminement. Voilà. Mais alors, ça m'amène à une autre question, c'est ton autre voie. Oui, le soufisme. Exactement. Comment tu es rentré aussi dans le soufisme, qui est plus dans ta tradition que le yoga, mais tu l'as connu après, avant. Voilà, c'est vraiment. C'est ce voyage en Inde dont je suis en train de parler, après cette expérience. Pour moi, ça y est, j'avais rencontré mon gourou. D'accord. Donc je suis parti en Inde parce que j'adhère, voilà, j'ai une sadhana, j'ai une pratique. Et, grande surprise, quand j'arrive là-bas, la Providence a voulu qu'à un moment donné, je me retrouve, mais vraiment dans la voiture personnelle du gourou, à côté d'elle. Et là, donc, vraiment une évidence. Et c'est elle qui dit, donc, tout ce que j'ai à te transmettre, tu l'as reçu. En termes de Shaktipat, voilà, de se mettre dans la voie, de trucs comme ça. Mais c'est dans ta tradition qu'il y a aussi la même dimension. Oui. Et là, pour moi, c'était le choc. Le choc total. Je suis en Inde et elle me dit de revenir à ma tradition. Mais c'est quoi ça? Mais ce que je ne savais pas, c'est que dans la voie des Siddha, et en Inde, ça c'est la richesse de l'Inde, en fait les soufis, les yogis, les sages, il n'y a pas de limite, c'est toujours la même chose. Ils parlent tous de la même chose. Et que dans la voie justement la voie des Siddha, il y a pas mal de soufis qui ont initié des sages hindous et vice versa. Et donc ça a été pour moi le retour, et je ne connaissais pas le soufisme. Donc tu es retourné au Maroc je commençais à chercher quelqu'un qui pouvait t'enseigner le soufisme. Tout de suite, je me disais, mais c'est quoi ça? Je ne voyais pas dans l'islam que je connaissais. Tu étais musulman pratiquant à l'époque? Non. En fait, moi, je fais partie un peu de ces jeunes, tu vois, de l'époque qui... Voilà, après mai 68, et après avoir lu Freud et tout ça, et Marx, ça y est, Dieu est mort, donc toutes ces choses-là. C'est bon, c'est bien, il faut la religion, c'est l'opium du peuple et tout ça. Donc voilà, on est ouvert. Et tu as trouvé un maître soufi? Exactement. Et dès que je suis rentré, je commençais à chercher. Mais il paraît qu'il y a des soufis. Et dans ma tête, les soufis devaient être dans des montagnes, un truc, bon. Voilà. Et quand je cherche, on m'a dit non, il y a un maître soufi qui est au Maroc, qui est dans l'est du Maroc, donc, vers Oujda. Et je suis parti le voir. Sauf que là, c'était encore une autre grande surprise. C'est que quand je l'approche un peu à l'indienne. Ça veut dire que comme ce que je suis parti en Inde, je venais juste j'étais fraîchement indianisé. Voilà, je rentre et je veux rentrer un peu dans le même process. Ça veut dire aller voir, avoir le darshan et tout ça. Et je vois qu'il y avait un autre système qui est complètement différent. Et je m'approche, je rencontre le maître, et là il me dit moi je ne donne pas de d'équerre, ça veut dire de pratique.
Mais il m'a posé beaucoup de questions. Et je lui ai parlé avec mon enthousiasme sur l'Inde, sur les tout ça. Je pense que je lui ai fait peur. Il a dit, voilà un des éliminés qui revient de l'Inde. Je lui ai dit, non, voilà, pas. Et ça s'est arrêté là. Mais quand j'étais en train de partir, voilà, je me rappelle très bien que je suis tourné et je le regardais. Et dans son regard, il y avait quelque chose d'autre que je n'arrivais pas à déchiffrer. Bon, ok, je suis parti. Pour moi, j'ai fait ce que mon gourou m'a demandé. Il m'a demandé d'aller rencontrer dans ma tradition. Je l'ai fait. Le maître que je viens de rencontrer, il me dit que lui, il ne donne rien. Donc ça y est, j'ai fait ce que j'ai à faire. Et sincèrement, pour moi, ça y est, c'était fini. Je suis parti. Et puis la vie t'a amené autre chose? Autre chose, au bout de quelques années, même pas 3-4 ans, mais parce que je suis resté quand même avec une grande curiosité par rapport à ça. Et là, j'entends parler de Fawzi Skali, qui est le président. Voilà, j'entends parler de lui. Mais à l'époque, il n'y avait pas le festival, il n'y avait rien. C'était c'est 1994. Donc j'entends parler de lui, qui lui présente le soufisme, il a écrit tout ça, et je l'invite dans l'association en disant, est-ce que nous sommes une association de yoga, est-ce que vous voulez venir nous faire un séminaire, donc une conférence. Et quand il a fait sa conférence, à la fin je viens vers lui, je lui dis, écoutez, ça c'est le Vedanta. L'Advaita Vedanta. Ouais. Je dis, c'est ça l'Advaita Vedanta. Ouais. Mais il me dit, mais oui, bien sûr, c'est la même chose. Et on a parlé, on a discuté. Je lui dis, est-ce que vous pouvez venir nous faire un séminaire? Et quand il a fait le séminaire, il nous a donné le goût de l'expérience, de la pratique. Oui. Parce qu'avec la conférence, c'était la rencontre des esprits. On a bien compris que c'est la même chose, mais avec un séminaire. Il fallait l'incarner dans une pratique. Exactement. Une fois qu'on a fait la pratique, ça y est, j'ai accroché, je lui ai dit, je veux. Et c'est là où j'apprends que 100 mètres, c'est le maître que j'avais vu. Wow. Et je lui raconte l'histoire. Je lui ai dit, ben voilà. Et là, il me dit, ça me surprend. Mais il m'a dit pas tant que, parce que je sais que lui qui parle un peu de Sidi Hamza, qui est le maître, il dit, je sais qu'il a une ouverture extraordinaire. Il m'a dit, c'est lui qui m'a encouragé à aller enseigner le soufisme en Occident. Il m'a dit, mais il prend ses distances, il y va tout doucement. Et c'est là où j'ai vu le regard qui était posé avant. À la fin, quand je lui disais c'était pas un au revoir. C'était pas un au revoir. Quelque chose. Il se passera quelque chose. Exactement. Quand tu seras prêt. Quand tu seras prêt, exactement. Voilà. Et c'est là parce que Fawzi, c'est un enseignant universitaire. C'est donc voilà, quelqu'un qui connaît très bien la culture française, occidentale, et ça, c'était le moyen pour moi, parce que s'il n'y avait pas ce moyen-là, je pense que je n'aurais pas pu rentrer un peu dans la pratique traditionnelle, parce que je sentais que j'étais assez occidentalisé dans ma façon de vivre. Et c'est ce maître avec qui tu as continué le soufisme ou tu as eu d'autres maîtres après? J'ai eu d'autres maîtres après, parce qu'avec lui, donc, du coup c'était l'initiation, donc je suis rentré. Et tout de suite après, en 96, donc il y avait le festival, la création du festival. Le festival de Fès. De Fès, voilà. Et j'étais vraiment avec Fawzi à l'époque dans l'association. J'ai participé vraiment d'une façon active dans la première édition, tout ça. Quand je dis ça, c'est juste pour dire que ça a été un autre apprentissage d'un soufisme incarné. Oui. Et le projet, vraiment la vision de Fawzi, est vraiment sur le soufisme, vraiment à l'époque, elle était visionnaire. Donc c'est quelqu'un qui avait vraiment... Et puis la place du soufisme, vraiment dans la tradition et dans des pays comme le Maroc et tout ça, c'est une grande ouverture. Et bon, donc j'ai fait tout un parcours. Et donc tu as reçu l'initiation. Ah oui, l'initiation, et je suis devenu un instructeur. Un instructeur. Un instructeur, ça veut dire qu'on pratique. Mais comment tu mêles le yoga et le soufisme? On peut dire tout simplement c'est la même chose, mais ça suffit pas. Oui, ça suffit. Comment tu... Tout à fait d'accord avec toi. Très souvent, parce que je vais dire juste ça pour compléter, parce que quand je suis rentré, j'ai compris tout de suite qu'au début, j'avais moi un rejet plutôt de la forme, la religiosité, le côté religieux, tout ça, je ne voyais pas le sens vraiment profond. Mais en même temps, ce qui m'a beaucoup aidé pour pouvoir vraiment adhérer, c'est l'yama niyama.
Ouais. Sincèrement, parce que voilà, même à l'époque, j'étais enseignant, j'étais même formateur de yoga, tout ça, et je voyais bien que c'est un package. Ouais. Si je veux arriver à Samadhi, si je veux connaître, et connaître ça veut dire Dharana Dhyana, c'est important de ne pas oublier qu'il y a Yama, Niyama, Asana, Pranayama et tout ça. Et du coup, je me suis dit, ok, je n'adhère pas à tout, mais c'est un package. Ouais. Et je suis rentré. Et ça aussi, c'est la notion de sadhana, l'importance de sadhana dans une pratique, qui m'a fait comprendre qu'il y a beaucoup de choses que je ne voulais pas comprendre avec ma tête, et qui vont même rebuter, passer, toucher des parties de moi qui sont dans la résistance. Mais la sadhana, c'est la sadhana. La partie de nettoyage, tout ça, elle est nécessaire. Et donc j'ai pris le package entier. Et ça te mène vers Ishvara ? Exactement. C'est le fait d'avoir adhéré. Et là, j'ai adhéré, mais vraiment en entier, et pendant 10 ans. Ça permet de comprendre le concept de Dieu, parce que c'est tellement abstrait. Là, ça donne un sens. Ça donne un sens, voilà. Et même au niveau des pratiques, parce qu'on peut, le soufisme, c'est, donc juste pour résumer un peu, c'est donc le soufisme, c'est pour ça qu'on le présente comme la voie ésotérique de l'islam. L'islam, c'est le côté exotérique. Exotérique, ce qui se voit. La voie intérieure. Donc il y a la pratique, donc il y a la loi dans laquelle il y a des principes, des règles à respecter, avec un rituel, avec tout les 5 piliers un peu distincts. Mais pour pouvoir aller vers la haqiqa, la vérité, il faut emprunter la voie. Donc il faut emprunter une voie pour arriver à connaître al-haqiqa, la vérité. Et c'est là où, pour moi, le soufisme, c'est une voie qui, alors, traditionnellement, dans le soufisme, il se présentait au début comme, tout d'abord, c'est al-akhlaq, ça veut dire la pratique. Oui. Voilà. Et après, al-ashwaq, aspiration. Et après, al-adwaq, la saveur. Pour goûter à ce que ça veut dire la vérité. En sanskrit, c'est rasa. C'est rasa. C'est exactement la même chose. Pour arriver, voilà. Ils te disent que les maîtres actuels, et notamment Sidi Hamza et le soufisme, ils ont inversé les choses. Dans la mesure où on va commencer par l'adwaq. Par exemple, pour nous, Fawzi, quand il est venu, il nous a fait une conférence. Donc ça a ouvert les esprits, l'intellect, il a bien compris, il a adhéré à 100%. Après, on est passé par un séminaire pratique, et dans lequel il y a les chants, il y a la danse, il y a des choses qui sont extatiques, tu vois, tu touches le cœur, tu ouvres le cœur. Donc, l'aspiration est née. Et c'est après ce séminaire que je lui dis, nous, on a besoin maintenant d'une pratique. C'est là où il nous a donné la pratique. D'accord. Et j'ai compris qu'en fait, avec ça, c'est que tout d'abord la saveur, tu goûtes. Et après, j'ai compris que pour pouvoir vraiment garder cette saveur et cette expérience dans le quotidien, il faut qu'il y ait un cadre, il faut de la pratique. Et c'est là où j'ai vu que la loi, ça veut dire faire les prières, faire le jeûne, voilà tout ça, elle a un sens. Oui. Mais si tu la prends que la forme, ça va pas marcher. Et c'est ça qui m'a rebuté au début, c'est la forme. Oui. Mais après, une fois que j'ai goûté et j'ai compris que la nécessité de poser un cadre qui régule et tout ça, c'est une adhésion totale. Jusqu'à un moment donné où je sentais que, même dans la voix, il me manquait encore quelque chose. Il me manquait quelque chose, un accompagnement. Parce que mon instructeur, une fois qu'il a été pris par le festival, tout ça, il n'y avait plus ce morshid, ce compagnon. Parce que le maître... Ça te forçait à être toi-même, à devenir... Oui, mais pour y arriver, il y a des étapes. Oui. Ça vaut de 10 ans, je voyais bien que rien qu'en restant dans la pratique, c'est bien, c'est beau. Mais pour quelqu'un qui a besoin de comprendre, pour pouvoir vraiment adhérer et pour pouvoir incarner les choses, j'avais besoin. Et là où j'ai rencontré un autre instructeur qui est dans une autre voie, une voie la Naqshbandiya, qui est plutôt une voie qui est plutôt de l'Orient. C'est à Chypre, c'est ça, si je me souviens bien. Voilà, c'est mon Cheikh Nazim. Et là, c'était un autre accès, parce que la Naqshbandiya qui fait un peu de... Et c'est là où, pour moi, je différencie entre le soufisme du Nord, dans lequel il y a la Perse, la Turquie, la Perse, l'Asie, l'Inde. Exactement, l'Inde et tout ça. Et dans ce soufisme-là, il y a une rencontre entre le christianisme premier, entre le tantrisme et entre le bouddhisme et le chamanisme.
Donc toutes ces... Et les anciennes religions, genre le zoroastrisme et ça. Exactement. Ouais. Toutes ces religions premières, ils sont là, voilà. Et dans lesquelles le soufisme, quand il est venu, il n'a fait que essayer de trouver l'essence qu'il y a dans chacune de ces pratiques, et il a fait et dans lequel on n'est pas obligé d'être musulman pour être soufi. Oui. Et ça, c'est le soufisme du Nord. Oui, hein. oui. Voilà, parce qu'il y a d'autres religions. Oui. Si on prend la religion dans le sens d'une pratique, d'une morale et d'une comme ça, bah oui, toutes les religions, ils se valent. Elles sont toutes, c'est cette fameuse parole des Védas, Ekam Sat Vipra Bahuda Vananti. L'être est un, Dieu est un, les religions sont différentes. Voilà, justement. La vérité une, les sages lui ont donné des noms différents. Voilà. C'est la même chose. Voilà, c'est exactement. Voilà. Donc eux, ils ont compris. Dans le soufisme du Sud, dans lequel les pays sont arabo-musulmans, dans lesquels l'islam, c'est la religion qui a instauré tout un ensemble de choses, il faut être musulman pour être soufi. Donc pour moi, c'est là où la différenciation... Et du coup, c'est comme un retour. C'est comme un retour en Inde. Oui. C'est comme un retour en Inde. Ouais. Justement par le biais de cette voie-là, et là je me retrouve pleinement dedans. Merci Driss, c'est passionnant. Mais je voudrais juste que tu nous dises en conclusion comment tu vis aujourd'hui. C'est c'est pas un métier, t'as cette tâche extraordinaire de transmetteur de yoga, de soufisme. Tu peux nous dire comment tu vis ça en quelques minutes, parce qu'on arrive à la fin de l'entretien. Voilà. Oui. Merci Driss. Je t'en prie, bien sûr. Et alors aujourd'hui, effectivement, de toute façon, je suis un formateur de prof de yoga, donc essentiellement. Et je travaille... Donc quand je suis dans les milieux du yoga, c'est très facile pour moi de présenter le soufisme. Beaucoup plus facile, parce que je dis, c'est une approche de la méditation. Et j'appelle ça la giration, qui est la danse, le zikr, qui est la pratique vraiment essentielle du soufisme. Je la présente comme une médite-action. Ah oui. C'est une médite-action. J'avais oublié ça. Oui. Médite-action. Voilà. Donc je la présente qu'une médite-action, et pour moi c'est extraordinaire parce que du coup, quand les pratiquants de yoga abordent la giration avec cet aspect-là, elles sentent tout de suite quelle est l'essence, quel est le but, et ils réalisent qu'effectivement cette giration, cette danse un peu extatique, c'est pour générer une énergie, c'est comme un vortex, c'est comme un cyclone. Et je dis, le mur du cyclone, il va emporter tout ce qu'il y a autour de lui, mais par contre, l'œil du cyclone, il y a un silence. Et c'est là où on va rencontrer Atman. C'est la même chose. Donc c'est une pratique qui est assez directe, rapide, pour nous donner le goût. Mais c'est ce que je leur dis. Je leur dis, là, vous pouvez avoir la saveur de qu'est-ce que ça veut dire, justement, le Atman. Voilà, donc ça. Et après, la pratique du yoga va vous permettre incarner ça dans notre quotidien. C'est magnifique. Voilà, donc puisque c'est à ce public. Moi, j'ai eu la chance extraordinaire de vivre ça une fois avec toi. C'est une expérience inoubliable. Écoute, merci pour ce partage. Voilà. Et on arrive à la fin de l'entretien. Driss, je te remercie beaucoup de cet enseignement que tu donnes par la parole, par ton parcours. Le parcours de quelqu'un, c'est toujours très intéressant parce qu'on y trouve aussi un petit peu de son propre parcours à soi. Donc Driss, je te remercie. Merci. Et au revoir à toi. Merci et bonne continuation dans ce festival de yoga. Qui est magnifique. Et vraiment, moi aussi, donc je te remercie pour ça. Et puis je remercie les organisateurs, tout le centre avec tout son staff et tout ça, pour vraiment, parce que c'est ce que je disais depuis les 2 jours, je retrouve l'ambiance de l'ashram, comme on peut l'avoir, mais ici. Ici, chez nous, auprès de nous, dans notre quotidien. Et c'est important d'avoir des havres de paix comme ça, dans lesquels on peut venir, se recueillir et recevoir encore de l'enseignement traditionnel. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça le grand défi. C'est de comment garder le lien avec ces traditions, mais en même temps être bien dans le monde. Voilà. Merci Driss, tu es le bienvenu ici quand tu veux. Merci beaucoup. Chers auditeurs, merci pour votre écoute. J'espère que vous aurez apprécié cet entretien. Et si ça vous fait envie, vous pouvez écouter aussi les autres entretiens que j'ai donnés avec plusieurs autres des intervenants de notre festival. Au revoir, à bientôt.